Bonjour et bienvenue à cet événement du réseau UNICE, le réseau universitaire international pour l'action climatique. Je m'appelle Christian Bergeon-Côté. Je me suis joint au secrétariat du réseau UNICE en novembre 2022. Je suis responsable de la programmation. Le réseau UNICE est une communauté unique rassemblant des étudiants et étudiantes universitaires des quatre coins de la planète engagés pour l'action climatique. En rejoignant notre communauté internationale, les membres ont accès à des opportunités de renforcement des compétences, que ce soit avec des formations, des webinaires, des ressources, des outils, des activités de réseautage grâce à notre plateforme collaborative ainsi que les cafés climatiques, des opportunités de financement comme notre équipe d'appel à projet euh, aujourd'hui a reçu. Il y a aussi des concours et enfin des opportunités de renforcement de leur leadership et de leur pouvoir d'action face à l'urgence climatique. Dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval, où le secrétariat est basé, rend hommage aux premiers peuples de ces lieux. Étant à la croisée du Nihonwentio du peuple Huron-Wendat, du Endakina du peuple Wabanaki, du Nitassinan du peuple Innu et du Nitaskinan du peuple Atikamekw. Ah, il y a là aussi le Wolastoqok du peuple Wolastoqé. Nous honorons nos relations les uns avec les autres. Le concours de plaidoirie Lex Climatica est un procès simulé bilingue sur le droit international des changements climatiques, organisé par des étudiants. Il forme des participants du monde entier à la résolution des litiges climatiques et à la plaidoirie juridique, tout en créant un réseau international engagé dans la transition écologique. Nous avons aujourd'hui le leader de l'équipe d'appel à projet qui a co-organisé le concours ainsi que différents participants. Donc, je commençais avec la présentation de Camille, qui est avocat au barreau de New York et doctorant au sein des facultés de droit de l'Université Laval et Aix-Marseille Université. Il est boursier Vanier 2023, récipiendaire de la bourse d'excellence Réal Descostes Ouranos du Front FRQNT et membre du programme Thèse de l'Agence française pour la transition écologique, ADEME. Avant de se dédier à temps plein à ses recherches de doctorat, Camille a pratiqué le droit international comme avocat au barreau de New York et de Paris. Il est directeur des programmes Lex Climatica à l'Académie africaine de la pratique du droit international et a confondé le concours de plaidoirie du même nom en 2023. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir. Avec grand plaisir pour vous présenter ce concours. Alors, comme tu as dit, c'était la première édition du concours en personne parce qu'on avait fait un premier essai l'année dernière dans un format en fait en ligne, mais qui s'est transformé en format hybride puisque quelques équipes ont réussi à plaider sur place à Kigali. Mais c'était la première fois qu'on lançait, qu'on propulsait le concours avec toutes les équipes réunies dans un seul endroit. Et puis, on a choisi Abidjan euh, pour l'édition 2025. Puis, on reparlera, je pense, de notre université d'accueil. Et je tiens aussi à compléter que, effectivement, on va dire, j'ai impulsé l'édition précédente du concours, mais avec l'aide d'Arnaud et de Wilfried qui sont là avec moi et qui ont répondu à l'appel à un projet du réseau UNICE ensemble avec Lisa également. Donc voilà, c'est un travail vraiment collectif que je tiens à souligner, même si je prends la parole en premier. Alors, as présenté un tout petit peu le concours, mais pour vous rappeler, donc c'est un concours de plaidoirie, donc ça reste essentiellement des problématiques juridiques qu'on aborde en droit international du climat. Et puis, tous les ans, on fait réfléchir les participants à des sujets en lien avec les changements climatiques, mais à l'intersection de divers domaines du droit. Donc, on avait fait un sujet en lien avec la protection des investissements étrangers la première année, sous la forme d'un arbitrage simulé. Et puis cette année, ça nous tenait à cœur de le faire sur le droit international pénal. Il y a beaucoup de débats, notamment autour de l'écocide, mais aussi des crimes environnementaux. Et puis ça nous tenait à cœur de faire réfléchir les étudiants et étudiantes sur ce sujet-là. Peut-être qu'Arnaud, qui a été un de nos artisan un peu des problématiques juridiques, nous en parlera s'il le souhaite un peu plus tard, mais ça a été en tout cas un très beau sujet qui a fait débattre les étudiants pendant 3 jours à Abidjan. Euh, et puis là, on est très heureux aussi de faire cet événement pour lancer officiellement l'édition prochaine du concours
On tient le lieu secret encore puisque nous sommes en train de le finaliser, mais on peut vous parler du sujet qui va être en fait un contentieux euh, entre États au sein de l'Union africaine avec des enjeux de protection des droits de la personne. Donc, un autre sujet qui est très important pour nous, c'est comment les droits humains évoluent face à l'urgence climatique. Et donc, on s'achemine encore vers des discussions passionnantes, puisque évidemment, euh, un des enjeux, un des souhaits qu'on avait avec le réseau UNICE, c'était de propulser pour plusieurs années, puis consolider cet événement pour en faire une réunion annuelle. Et donc, on est en passe de le faire avec l'édition qui s'en vient l'année prochaine, puisque étant un concours de plaidoirie, on a une phase écrite qui commence à l'automne et puis une phase orale pour les meilleures mémoires qui a lieu en général pendant la session de printemps, au début d'été. Mais en tout cas, on parle de mai-juin environ pour vous donner le calendrier. Donc, c'est important pour nous aussi de voilà, lancer la balle à toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer, puisque c'est ouvert à toutes les personnes, de toutes les universités du monde entier. La seule condition, c'est être étudiant en droit, en sciences politiques, en relations internationales, être inscrit au moment de remplir le formulaire pour participer au concours, et puis ensuite vous représentez votre institution ou vos institutions si vous êtes à plusieurs équipes. Euh, Toutes les phases. Et ensuite, on est en contact avec vous pour vous aider à naviguer les problématiques. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Arnaud, si tu es d'accord, pour présenter un tout petit peu le fond scientifique du concours. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, on a eu à travailler sur les principaux crimes internationaux qui entrent dans le cadre de la compétence de la Cour pénale internationale, surtout les crimes sur lesquels la Cour s'est déjà prononcée, donc en l'occurrence le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. Donc, comme Camille l'a dit, notre objectif, c'était d'appréhender le droit international dans la sphère du droit international, enfin, le droit international du climat par rapport au droit international pénal. Et donc, on s'est intéressé donc d'abord au crime de génocide, particulièrement dans ce qui concerne donc l'attaque d'un groupe de personnes qui vivaient dans une forêt qui était protégée par un État. On a également appréhendé la question des crimes contre l'humanité, notamment dans quelle mesure est-ce que l'atteinte au climat pouvait constituer une forme de crime contre l'humanité dans le statut de Rome, donc le statut qui crée la Cour pénale internationale. C'est une question qui n'est pas encore claire dans le statut, et donc ça amène à de nombreuses réflexions, et il fallait absolument que nous amenions les étudiants à discuter de ces points. Et puis dernièrement, le crime de guerre, principalement dans l'atteinte à l'environnement pendant les conflits armés, qui est une question qui a été déjà débattue et fortement débattue devant la CPI, et qu'il fallait que nous mettions en face des étudiants pour qu'ils se prononcent là-dessus. Donc on a eu des très bonnes équipes qui d'abord se sont illustrées au niveau de la phase écrite, avec de très bons mémoires. Je pense que la meilleure note était de 18,5 sur 20. Et puis également, lors de la plaidoirie, on a eu de très bonnes joutes pendant les demi-finales, pendant les joutes éliminatoires déjà, ensuite pendant les demi-finales, et puis après, pendant la finale, avec une très bonne finale qui a opposé l'équipe de Laval contre l'équipe de Thomas Sankara, venue de Ouagadougou. Voilà donc ce que je peux dire sur le fond de ce que nous avons eu à faire l'an dernier. Et je remercie encore Camille, Wilfried et toutes les personnes qui ont participé. Et puis naturellement, je remercie Unique pour son soutien. Merci beaucoup pour ces renseignements supplémentaires qui nous permettent un peu de mettre en scène là, le concours. Moi, j'essaie d'imaginer là, à quoi ça ressemble. C'est pas un domaine que je connais beaucoup. Le niveau, là, au niveau du droit environnemental. Donc, c'est très instructif pour moi aujourd'hui. Merci Christian. Et puis, ça nous tenait à cœur aussi de mettre en lumière des participants pour parler de leur expérience concrète. Donc, ouais, je ne veux pas préjuger de la deuxième partie de la séance. Je voulais vous présenter un peu le concours en images, puisque je pense qu'on se demande tous à quoi ça ressemblait ces 3 jours à Abidjan l'année dernière. Alors, donc le concours s'est ouvert le 25 mai, enfin, la phase orale, en tout cas la phase écrite, s'est faite à la maison. Donc on n'a pas capturé les équipes en train de travailler, mais
vous en parleront en tout cas, mais ça s'est ouvert le 25 mai par une conférence inaugurale qui discutait en fait des grands enjeux scientifiques soulevés par le concours. Ça me tenait à cœur de mettre en valeur les expertises de toutes les personnes réunies, notamment les personnes encadrantes des équipes. Et donc, on a eu une conférence en présence de le représentant de l'ambassadeur du Canada en République de Côte d'Ivoire, qu'on voit avec sa cravate rouge à la photo centrale. Puis on avait également des administrateurs de l'Université des Lagunes, qui était l'université qui nous a accueillis pendant 3 jours et qui était un des partenaires du concours et qu'on remercie très chaleureusement. Et donc voilà, de beaux échanges avec effectivement un peu le stress pour les équipes de plaider dès l'après-midi, mais ça, elles vous en parleront. Un autre volet que je voulais souligner, c'est qu'on avait 14 équipes en tout qui ont participé au concours. C'est plus de 50% d'augmentation par rapport à la première année qui, comme je disais, était un peu une année test en ligne. Donc, on est vraiment très satisfait, puis on va essayer de continuer notre croissance. 12 équipes francophones, 2 équipes anglophones. On n'est pas entièrement sûr de garder le format bilingue cette année parce que c'était énormément de logistique pour une participation encore un peu timide. Donc, on a décidé avec le comité organisateur de se concentrer à développer le volet francophone qui, pour nous, est unique dans le panorama des concours universitaires. Et puis peut-être que ça, dans un deuxième temps, ça motivera plus d'équipes anglophones à participer, mais tout faire bilingue nous a causé un peu des difficultés logistiques. Donc, les équipes n'ont finalement pas pu se déplacer. Donc, on a dû faire un format hybride encore pour le volet anglophone, donc qu'on mettra sûrement entre parenthèses, mais 12 équipes francophones et puis 8 équipes sur place à Abidjan. Alors, toutes les équipes avaient un ticket d'invitation à Abidjan, mais malheureusement, en raison des conflits, notamment en République démocratique du Congo, 3 équipes ont dû déclarer forfait peu avant la phase orale parce que les conditions de voyage étaient impossibles. Elles ont été récompensées par certaines d'entre elles par des prix de rédaction. Donc, elles ont fait vraiment du très bon travail et puis on espère qu'elles pourront participer en personne l'année prochaine. Et puis, je crois qu'il y a un membre d'une des 2 équipes qui est là, Monsieur Burum. Je vous salue et puis on espère encore compter sur une participation de votre équipe cette année. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le nombre de participants était à parité hommes-femmes cette année. On était vraiment très heureux d'avoir 22 femmes, 23 hommes dans les composants des équipes. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous tenait à cœur. Évidemment, on ne contrôle pas les compositions des équipes, mais en tout cas, c'est un point positif à relever. Puis, pour la première fois, 2 équipes non africaines et 2 équipes québécoises qui ont participé. Et je tiens à souligner notamment Océane et Lisa qui étaient un peu les chefs d'équipe, ou en tout cas des membres clés de ces 2 équipes et qui parleront de leur expérience, puis ce qui les a motivés à traverser l'Atlantique pour aller plaider à Abidjan. Peut-être passer à la photo de à quoi ressemblent les joutes orales. Alors, on a essayé d'être discret pour prendre quelques photos, mais évidemment sans perturber les débats. Mais en tout cas, vous avez quelques images. Vous voyez Wilfried en haut à droite, en membre du jury impartial mais strict, très concentré. Et puis des photos des équipes. Vous avez au milieu à gauche l'équipe de l'université du Niger, donc, à Niamey. Et puis ensuite, vous avez une équipe ivoirienne du KO en bas au milieu, et puis l'équipe Thomas Sankara au milieu à droite. Ouais, voilà, juste pour vous replacer un peu qui est qui. Et puis l'équipe qui représentait l'Université Laval. Et il y avait 2 équipes qui représentaient l'Université Laval en réalité, avec des étudiants de la faculté de droit et de l'ESEI. Et l'équipe qu'on voit en haut, dont Lisa était membre, était à la fois l'Université Laval et l'École du barreau du Québec. Voilà, donc on avait 2 équipes en fait mixtes avec des institutions diverses, mais c'est tout à fait possible en vertu des règles du concours. Vous avez aussi un peu à quoi ressemblait l'Université de Lagune, qui était vraiment un très bel endroit. Et puis le 3e jour, j'anticipe un peu, le 3e jour, on a eu les finales, donc enfin la finale francophone. Vous voyez un jury qu'on a élargi à 5 membres, et puis peut-être Wilfried, Arnaud, si tu veux présenter les membres tout à l'heure, tu pourras, mais en tout cas des membres émérites de praticiens et praticiennes en droit d'Abidjan,
puis également une avocate au barreau de Paris, Lucuzila, qui est également membre de l'Académie africaine de pratique du droit international. Les équipes des premières phases étaient dans le public, puis on avait une belle participation. Les médias locaux sont venus couvrir l'événement, et puis on a pu remettre différents prix aux équipes que vous voyez à l'écran. Donc vraiment un très bon moment, mais je laisserai les personnes intéressées qui ont vécu cet événement de l'intérieur en parler un peu plus. Et puis mentionner aussi ça nous tient à cœur, vu qu'on a plusieurs dizaines d'étudiants du monde entier et puis des membres et potentiels membres leaders climatiques, de serrer un peu les liens entre pays et entre universités. Donc on a fait un événement festif, pas vraiment, mais une sortie culturelle et sociale, on va dire plutôt, le troisième jour à Grand-Bassam, donc une ville dont la partie historique est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on a gardé le minibus un jour de plus pour aller visiter notamment le Musée national du costume et puis voir le littoral ivoirien. Voilà. On travaille dur, mais il faut savoir aussi se récompenser après avoir travaillé dur. Euh, ça, c'était le 29. Non, le 28, pardon. Je me mélange dans les jours. C'était le quatrième jour? Ouais, c'est C'était ça. le 29. C'était le 29, merci, c'était la session. Merci Lisa. Bah, pareil, les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, c'était un beau moment. Et puis, je vais prendre un dernier 5 minutes pour remercier nos partenaires parce que, évidemment, le réseau UNICE est un des partenaires majeurs. Puis sans l'appui à titre de projet, on n'aurait pas pu faire ce concours dans les conditions qu'on a eues, permettre aux participants de se restaurer, de se déplacer à Abidjan, etc. Puis contribuer au défraiement des membres du jury qui se déplaçaient. Mais on a énormément de partenaires, puisqu'un projet de cette ampleur, ça demande un grand réseau en fait, d'appui, pas seulement financier, mais aussi qui aide pour les trophées, qui aide à remettre des livres aux équipes participantes, etc. Donc, je voudrais souligner vraiment le vaste réseau qui est en construction, mais qu'on remercie chaleureusement de partenaires. Le premier d'entre eux, c'est un partenaire institutionnel du concours, puisque le concours Lex Climatica a été créé sous les auspices et avec l'appui du réseau académique qui est l'Académie africaine de pratique du droit international, qui est une association qui regroupe des chercheurs et chercheuses en droit international avec une vocation panafricaine. Donc, grâce à leur appui, on a pu en fait prendre contact avec beaucoup d'universités et puis ça nous a permis de diffuser l'information. Donc, ce n'est pas un partenaire financier, mais c'est un partenaire qui nous aide dans la reconnaissance institutionnelle. L'Ordre des avocats du barreau de Côte d'Ivoire, qui était très intéressé par la vocation pédagogique du concours et la formation de la relève en droit à Abidjan et ailleurs, et qui a donné un prix d'ailleurs le prix de la meilleure plaidoirie, qui a récompensé un des plaideurs de l'université Thomas Sankara. Le ministère, alors je ne veux pas faire d'impair sur le nom complet du ministère, mais le ministère de l'Environnement, ce sera la version courte, le ministère de l'Environnement de la République de Côte d'Ivoire, qui a donné son appui institutionnel également sur place. Et puis, c'était un appui qui était très important parce que c'était la reconnaissance institutionnelle du concours par le ministère en charge des affaires environnementales en Côte d'Ivoire. Vous voyez les partenaires académiques. Alors, j'ai rangé le réseau UNICE comme partenaire académique en raison de son lien intrinsèque avec le monde universitaire, mais ça transcende un peu, on va dire, le monde académique seul, mais d'autres partenaires qui ont aidé notamment à défrayer le déplacement des membres du comité organisateur. Donc, l'Université Aix-Marseille, qui a contribué à double titre, à la fois à travers son fonds étudiant et puis à travers notre laboratoire de recherche à Wilfried et moi, pour nous aider à couvrir le prix du déplacement. Et donc, ça fait 2 ans que l'UMR 10, donc droit international comparé européen de Aix-Marseille Université, et le CERIC nous aident financièrement et on les salue. Et puis l'Université Laval, beaucoup de logos, puisque beaucoup de facultés et de bureaux nous ont aidés, y compris en donnant une bourse de déplacement aux étudiants et étudiantes de l'Université Laval qui participaient au concours.
Et l'AXDUL, qui est l'Association des étudiants des cycles supérieurs en droit aussi, a donné un appui, on va dire, nous a permis d'accéder à certaines bourses qui demandaient un appui associatif au sein de l'université. On n'est pas encore constitué comme association, mais c'est en cours de réflexion. En tout cas, voilà. Donc je salue tous ces partenaires et puis je terminerai avec une liste importante de partenaires qui ont contribué à financer ou donner des livres, des ouvrages aux personnes lauréates. La faculté des études doctorales et des études supérieures de l'université, la FESP, pardon, a donné un prix monétaire à l'équipe lauréate du concours. Et puis vous avez un certain nombre de revues juridiques que je salue, les éditions Lefebvre Dalloz, Larcier, les presses universitaires de l'Université de Laval, pardon, Brill, les éditions Tennis, qui ont toutes contribué avec des ouvrages sur l'environnement, le climat euh, et le droit. Euh, et donc, c'était important pour nous qu'il y ait une transmission aussi de savoir et pas juste de réunir des équipes pour plaider. Ben, déjà, c'était un objectif pédagogique, mais on avait aussi une transmission de manuels et d'ouvrages. Donc, je les remercie tous et toutes. Voilà pour les partenaires. C'était un peu une longue liste, mais on est vraiment heureux d'avoir un appui aussi dense parce que bah, ça mobilise énormément d'acteurs et d'actrices. Puis c'est un coût important de réunir autant de personnes et donc on n'arriverait pas à faire ce concours sans leur appui. Et puis évidemment, on reste à disposition pour répondre aux questions des personnes intéressées. Certainement. Merci beaucoup pour cet aperçu et des images là, qui nous permettent là, de nous transposer à Abidjan pour une partie du concours. J'ai mis là, la page LinkedIn de l'Excrimatica pour ceux qui voudront se renseigner davantage. À ce moment-ci, j'aimerais donner la parole à une des participantes, donc Lisa, qui est avocate, membre du barreau du Québec et poursuit actuellement une maîtrise conjointe en droit de l'environnement au sein du Joint Nordic Master Program in Environmental Law à l'Université d'Uppsala. Elle a travaillé auprès de la magistrature de la fonction publique et d'organismes communautaires, se spécialisant dans la défense de l'environnement. Son équipe a remporté l'édition 2024-2025 du concours Lex Climatica à Abidjan. Donc, Lisa, pour ma première question, puis après ça, je te laisse la liberté de nous décrire là, ton implication. Comment as-tu découvert le concours et qu'est-ce qui t'a motivé à inscrire ton équipe à participer? Oui, ben d'abord, merci Christian, puis merci à tout le Plaisir. monde d'être présent. J'espère que vous m'entendez bien. Dans le fond, pour répondre à cette première question-là, moi, j'ai découvert le concours en fait par un post LinkedIn. J'avais vu ça passer, je me disais, ah, c'est intéressant. Donc, en fait, ce qui m'a intéressé initialement avec ce concours, c'est que ben, déjà, j'aime le droit, j'aime aussi beaucoup l'aspect droit de l'environnement et les changements climatiques, mais je pense qu'une des choses qui est difficile avec le droit de l'environnement, c'est que c'est très beau d'un point de vue théorique, mais c'est pas super pratique. Donc, on a la difficulté à faire sortir le droit des livres. Puis, quand j'ai vu le concours passer, je me suis dit, ben, c'est une belle occasion, en fait, de vraiment mettre en application là, ce qu'on a appris sur les bancs de l'école, mais dans un contexte un peu plus peut-être convivial ou un peu plus social, mais surtout aussi dans un contexte où je vais pouvoir sortir de ma zone de confort. Parce que, oui, c'est sûr, j'ai des bases en droit des changements climatiques, un peu, parce que c'est ce que j'ai étudié, mais le thème cette année de 2025, c'était aussi sur le droit pénal international. Donc, comme Arnaud l'avait dit, sur les génocides, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Puis, je trouvais ça intéressant de faire le lien entre droits humains, droit international pénal, mais aussi droit des changements climatiques, parce que c'est tellement plus large que juste l'environnement, ça englobe vraiment beaucoup plus de choses. Et je me suis très intéressant de pouvoir creuser ce sujet-là. Et c'est ce qui m'a, en fait, motivé à m'inscrire. Puis, franchement, je ne le regrette pas, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Puis je rappelle, là, c'est peut-être la parfaite occasion de rappeler que sur la plateforme du réseau Unicé, il y a une fonction que les étudiants membres peuvent ben, soit commenter sur différentes publications ou s'écrire directement. Donc, j'en profite pour le rappeler. Maintenant, on va entendre parler Océane, qui est candidate à la maîtrise en études internationales à l'Université Laval. Elle est boursière Norton Rose Fulbright. Elle poursuit ses recherches au sein de l'École supérieure d'études internationales. Ses travaux s'inscrivent dans l'interdisciplinarité et portent sur la Chine et les dynamiques conflictuelles en mer de Chine méridionale. Elle est également rédactrice en chef à la Revue québécoise de droit international, RQDI, responsable des évaluations externes et coordonnatrice du balado de la RQDI. Elle agit par ailleurs comme auxiliaire de recherche au deuxième cycle pour l'Université Laval et l'Université de Sherbrooke.
Donc, Océane, dans toutes ces implications, comment as-tu trouvé le temps pour participer à ce concours et te déplacer à Abidjan pour la phase de plaidoirie finale? Ben oui, certainement. Donc, comme je dirais comme Lisa, la motivation nous a sortis du Québec. J'ai eu la chance de participer avec une autre collègue de l'université, en fait, de l'UQAM. Puis, qu'est-ce qui était très intéressant dans ce concours-là, c'est à défaut d'être avocat comme Camille ou Lisa, moi puis ma collègue, on a un bac en relations et droit international. Donc, on n'est pas, on est des juristes, mais on n'est pas des avocats. Donc, quand on a vu qu'on pouvait aller plaider puis développer des nouvelles compétences, surtout pratiques. C'est qu'est-ce qui nous a interpellés. Puis, on avait une formation quand même assez générale en droit international public. Donc, de pouvoir se mettre un pied dans le droit de l'environnement, puis aussi dans le droit pénal, mais certainement dans le droit de l'environnement, c'est qu'est-ce qui nous a motivés à entreprendre des recherches, puis à s'instruire un peu pour être capable de participer à la phase écrite, premièrement, puis ensuite à la phase orale. Donc, là, on se transpose à Abidjan pour le concours. Pour les équipes, quel était un peu votre niveau de planification à l'avance? Comme j'imagine, là, Camille va lancer ben, Camille disait que la prochaine édition du concours, les inscriptions sont lancées ou prochainement. Donc, si une équipe intéressée regarde ce webinaire-ci en rediffusion, combien de temps se préparer d'avance? Ben, je pense que c'est quand même une question un peu difficile à répondre. Ça dépend de chaque équipe. Ça dépend aussi à quel point on a du temps pour mettre là dans le projet. Moi, personnellement, je pense que je prenais autour de au moins 5 heures par semaine environ parce que c'est un sujet que je connais un peu moins. Puis des fois, ça pouvait aller un peu plus, des fois, ça allait moins, ça dépend des semaines. Mais je pense que le plus important dans toute cette planification-là, c'est de se dire, OK, c'est quoi les textes importants qu'il faut qu'on lise? Donc, d'un point de vue juridique, c'est quoi les lois ou, mettons, les cas les plus importants à lire? Donc, d'abord, de se faire une idée générale. Puis là, après ça, on va creuser de plus en plus en détail. Puis, c'est important aussi de se séparer le travail parce que c'est quand même, tu sais, ça va vite, là, veux pas. Donc, soit c'est des équipes de 2 ou de 3, donc faut pas se surcharger non plus. Faut se dire, bon, ben moi, je me concentre dans tel sujet, puis toi, tu vas te concentrer sur tel autre sujet, puis après ça, de discuter, de se dire, moi, j'ai compris ça, puis toi, est-ce que tu as compris la même chose ou pas? Ça aide énormément parce qu'au final, c'est un travail d'équipe. Le but, c'est d'avoir du fun ensemble. Donc, je pense que le plus important, c'est de collaborer aussi. Donc, Lisa elle nous a parlé d'un peu du côté académique de comment monter son projet et son équipe pour se rendre. Moi, je pourrais peut-être contribuer sur le point logistique. On s'entend, c'est sur un autre continent. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois en Afrique. On a été chanceux et chanceuses parce que Camille et les autres personnes qui s'occupaient de la logistique sur place nous ont mis en contact avec un hébergement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu pour notre nouvel endroit cette année, mais j'imagine peut-être que ça sera quelque chose aussi qu'on va pouvoir proposer. Donc, pour les Canadiens, du moins, on avait quand même une relation là, pour l'accommodement sur place. Même chose, même principe, lors des journées de compétition, quand on devait plaider, c'est des journées qui sont remplies, c'est des journées où la tête est occupée. On a pu, par exemple, dîner sur place, on a pu se faire transporter, etc. Donc, si c'est encore une fois la logistique qui se reproduit, mais ça rend le travail beaucoup plus facile, les journées beaucoup moins longues ou endurantes. Puis, là, c'est sûr que mon équipe, je pense que Lisa aussi, on s'est inscrit un peu sur le tard. Mais d'habitude, je pense que en fait, les inscriptions ont ouvert au début du mois d'octobre. Donc, pour qu'est-ce qui est aussi de la logistique du transport, donc se rendre en avion, ça laisse quand même assez beaucoup de temps pour trouver du soutien financier, puis des voies pour se rendre. Excellent, merci beaucoup. Ça donne des indices et des bonnes instructions pour ceux qui seraient intéressés à participer à la prochaine édition. Merci beaucoup. J'en profite maintenant pour présenter Mohamed Ali Attarak, qui est juriste spécialisé en droit des affaires et en communication, avec une expertise reconnue en plaidoirie. Fort d'une expérience pratique acquise au sein de cabinets d'avocats et d'huissiers au Niger, il allie rigueur juridique et aisance communicationnelle. Lauréat de plusieurs compétitions nationales et internationales en plaidoirie, il a notamment conduit son équipe à la 3e place du concours Lex Climatia, la 2e édition, qui vient de conclure, où il a été consacré le meilleur plaideur.
également formateur en technique de plaidoirie et en prise de parole en public. Il confirme ses aptitudes pédagogiques, son engagement associatif, notamment en tant que président de l'Association internationale des étudiants juristes, branche du Niger. Il illustre ses compétences en leadership, coordination et gestion de projet. Et comment tu deviens le meilleur plaideur de ce concours? Donc, je vous remercie vraiment pour tout et je m'excuse d'abord d'être venu en retard. C'est vraiment pas de ma propre volonté. Alors, moi, je dirais que l'esprit climatique a été, si on peut le dire, la meilleure expérience pour moi en termes de plaidoirie. Vraiment, parce que j'ai jamais participé à un concours où il y avait autant de rigueur, tout était bien organisé que l'esprit climatique. Alors, je me devais de me donner encore plus, de donner plus que je ne pouvais de donner bien sûr auparavant pour pouvoir vraiment arriver au summum. Alors, je me dis que j'ai tout donné en faisant des recherches sur tout le thème. D'abord, j'ai vérifié le thème, l'ex climatica, sur quoi porte l'ex climatica, d'abord, pour pouvoir vraiment improviser de temps à autre, parce qu'il faut se détacher de son mémoire et savoir improviser. Alors, tant qu'on n'a pas, si on peut le dire, cette connaissance de tout, surtout sur le climat et sur la Cour pénale internationale, on ne va pas pouvoir le faire. Alors, c'est vraiment mes recherches d'à côté que j'ai pu faire, mis à part la rédaction des mémoires, ma culture générale que j'ai vraiment travaillé. Si je peux le dire, c'est ce qui m'a vraiment permis d'être le meilleur plaideur de cette compétition. Excellent, merci beaucoup pour ta présentation très humble, j'en suis certain, parce que pour finir meilleur plaideur et la formation, comme la préparation que tu as fait, je suis certain qu'il y a beaucoup de travail et d'heures d'études qui est derrière ça. Parmi les sujets qui sont débattus, ça se dit comme ça, durant le concours, quelle sorte de thématiques on peut retrouver, surtout en lien avec l'action climatique? Je suis curieux un peu là, des différentes positions que vous avez prises face à ces questions. D'accord. Alors, nous avons d'abord été à la présélection et ensuite à la demi-finale. Donc, on a plaidé sur les deux points. On a préparé un mémoire pour la demande et pour la défense. Donc, si on peut le dire, on a un peu parlé du tout. Mais d'abord, il y a des questions qui ont un lien avec le climat parce qu'il y avait une forêt qui a été détruite. Et là, on se devait de prendre tout cela en compte et essayer de faire le lien. Parce que si on peut, actuellement, à la Cour pénale internationale, ils ne prennent pas en compte les enjeux climatiques et tout ce qui va avec. Alors, nous nous sommes alignés sur cette lutte pour qu'il y ait vraiment une justice pénale internationale pour l'environnement et au sein de la Cour pénale internationale. Et donc, je pense que c'est ce qui a motivé les organisateurs à inclure des atteintes à l'environnement comme la destruction de la forêt. Dans le cas pratique, nous avons eu à vraiment débattre sur cela et c'est le point essentiel qui est en lien avec la nature et la protection de l'environnement. Les résolutions que vous avez prises durant le concours, comment vous voyez qu'ils pourraient se transporter au-delà de l'ex climatica? Oui, en fait, le concours a porté plus sur la Cour pénale internationale et vraiment, toutes les questions que nous avons soulevées étaient vraiment en lien avec la Cour pénale internationale. Je suppose que certes, c'est un cas pratique qui nous a été donné, mais c'est aussi un cas qui peut être retrouvé devant la Cour pénale internationale. Ben, plus largement, là, des retombées, c'est un concours de plaidoirie. Donc, j'imaginerais qu'après, on a envie de prendre la voix, donc de nous exprimer. Puis là, ça fait que, par exemple, Lisa et moi, on s'est engagés à reproduire le concours pour cette année. Mais également, d'en faire la promotion, c'est aussi de faire la promotion du droit de l'environnement. Donc, en nous promenant là, dans les chars, dans les colocs, etc., on a toujours notre petit grain de sel à ajouter. Puis, est-ce que vous connaissez l'Ex Climatica? Est-ce que ça vous tente de vous inscrire? Donc, je dirais retomber dans ce sens-là. Ça ressemble à mes conversations, souvent quand moi je me promène ou que je présente devant des associations étudiantes. Est-ce que vous connaissez le réseau Unicé? Donc, on peut faire des liens de cette façon-là. Vas-y, Lisa. Ben, c'est ça, en fait, pour faire un peu le pouce, encore une fois, sur ce que Océane a dit, je rebondis, mais je pense que l'Estimatica, c'est au-delà de juste être un concours académique, c'est pas juste l'académique, ça va vraiment au-delà, il y a aussi le côté social. Donc, c'est ça, Océane et moi, on est comme du Canada, donc on a été pour la première fois en Afrique, puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, déjà, la première chose qui m'a frappée en Côte d'Ivoire, c'est la chaleur, mais c'est pas juste la chaleur, la météo, c'est la chaleur des gens aussi, c'est très humain, l'accueil était excellent.
Mais on a rencontré des gens de partout aussi, ben, tu sais, du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, bien sûr. Puis je pense que ce qui est intéressant là, à travers tout ça, c'est qu'on a j'ai des gens qui aiment autant le droit de l'environnement puis l'environnement que nous. Donc, croire aussi qu'on est comme dans une communauté, en fait, qui partage les mêmes valeurs, qui veut se battre, en fait, pour les mêmes choses que nous. Ça donne un sentiment de puissance qui est vraiment difficile à décrire. Puis je remercie beaucoup le réseau Unité de faire ça parce que ça permet de mettre en contact plein de gens partout à travers la planète. Mais là, on a pu se rencontrer ensemble en personne. Puis, mais je pense que, oui, il y a des avantages avec Zoom, mais le fait de se rencontrer en personne, ça crée une synergie, en fait, qui est très beau. Puis c'est ça que je retiens beaucoup de l'Exmatica. Donc, c'est pour ça, je pense que Océane et moi, on veut revenir avec le concours, puis on veut continuer à promouvoir l'Exmatica, puis à faire en sorte que ce projet-là il continue. Parce que la pérennité de concours fait en sorte que peut-être d'autres gens vont être aussi inspirés que nous par rapport à ça. Pour un peu compléter ce que Océane vient de dire aussi, et ici au Niger, nous sommes vraiment touchés par les enjeux climatiques, mais certes, il y a des associations, il y a des ONG qui œuvrent dans ce sens-là, mais pas vraiment sur l'aspect juridique, si on peut le dire. Alors, lors de la présentation, vous m'avez présenté comme étant le président de l'Association internationale des étudiants juristes branche du Niger. Et avant même de quitter Abidjan, j'avais promis à Camille de créer une commission au sein de notre association. Parce que c'est une association qui vraiment étudie les cas par cas les différentes branches du droit. Et nous avons récemment créé une commission dédiée à la protection de l'environnement, suite vraiment à notre participation à l'Ex Climatica. Et nous sommes vraiment en train de voir dans quelle mesure, dans quelles circonstances nous pouvons aussi apporter notre plus ici au Niger. Et pour aussi m'aligner avec ce que mes consoeurs viennent de dire, et j'ai vraiment présenté l'Ex Climatique à plusieurs universités. Ici au Niger, il y avait juste notre université qui avait participé, mais vraiment cette année, j'espère qu'il va y avoir au moins 3 universités qui vont participer à la troisième édition. On vous souhaite une bonne croissance dans les inscriptions et dans la qualité des participants aussi pour les prochaines éditions. Je me demande, euh, pour un participant ou participante du concours Lex Climatica, euh, dans quelle manière ça s'inscrit dans votre parcours, que ce soit académique ou dans des objectifs professionnels pour plus tard? Donc, Moi, mon rêve vraiment, c'est de rejoindre le barreau du Niger. OK? Alors, quelle meilleure opportunité pour un juriste qui souhaite rejoindre le barreau que de pouvoir prendre la parole, de se familiariser avec la plaidoirie dès vraiment les études universitaires. Parce que j'ai commencé la plaidoirie en étant en première année et vraiment, aujourd'hui, je suis à ma cinquième et je suis fier de ce que j'ai accompli. Et c'est vraiment un exercice pratique. La plaidoirie, c'est le confort des avocats. C'est d'abord le premier point sur lequel le public peut juger un avocat parce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi le cri qui est là. Lui, le juge qui est devant nous, c'est ce que nous sommes en train de dire. Peut-être ceux qui sont présents à l'audience ne sont pas des juristes, eux ne savent pas ce qu'on est en train de dire. Mais pour les captiver, je pense que c'est ça la plaidoirie. La plaidoirie nous permet vraiment de défendre l'indéfendable. Alors, ce qui est de vraiment l'avenir, je pense que le concours de plaidoirie, c'est vraiment, waouh, si on peut le dire. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment intégrer le bac. Pour moi, pour ce concours-là, en fait, j'avais vraiment vu comme un tremplin pour approfondir le droit. Euh, J'aime beaucoup étudier le droit, mais quand on étudie le droit au bac, je trouve que c'est très comme, voici comment le droit est. Mais quand on fait un concours de plaidoirie, comme un les Stigmatica, où on essaie vraiment de musculer un peu les limites, ben c'est là qu'on peut aller chercher un peu le côté un peu créatif. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se permettre de rêver un peu avec le droit. Donc, moi ce qui m'a vraiment surtout frappé avec la participation au concours, c'est que ça m'a donné envie de poursuivre des études supérieures, donc une maîtrise, oui, mais peut-être même un doctorat, pour pouvoir creuser ces questions-là de droit et pouvoir avancer la cause climatique, mais par le droit, tout simplement. Donc, puis rencontrer aussi des gens qui sont très passionnés par le domaine. Je pense que c'est super stimulant. Donc, je donne l'exemple d'Arnaud, mais comme Arnaud, par exemple, il a pris 7 ans pour écrire, 6 ans au moins pour écrire sur un mot qui est de 6 lettres. Donc, ça aussi, je trouve c'est intéressant de pouvoir rencontrer des gens qui sont vraiment très passionnés et passionnants. Donc, je pense que c'est surtout inspirant. Voilà. Même chose pour moi. Et c'est vrai qu'on a rencontré des gens qui étaient vraiment très passionnés. Puis ça nous pousse à vouloir peut-être atteindre ce niveau, mettons, d'études, là, donc d'aller au doctorat ou de faire des choses qui sont similaires. Je dirais un petit peu plus pragmatique, que ça permet de créer un réseau.
dans le domaine international, il faut à la fois avoir les contacts d'un diplomate, mais aussi des capacités diverses. Donc, ça nous permet donc, c'est un concours qui nous permet de faire de la plaidoirie, mais aussi de la préparation, etc. Donc, ça développe plein de sortes de compétences qui, j'imagine, au fur et à mesure de nos études, s'inscrivent dans ce qu'on a emmagasiné dans notre sac à dos arrière de compétences puis de capacités. Puis, c'est aussi un concours qui nous sort de notre zone de confort, à la fois par la logistique que ça demande, mais aussi par les journées puis la séquence des événements qui se présentent lors du concours. Anne a eu le prix de la meilleure progression du concours, donc elle est modeste, mais elle a fait une prestation qui a impressionné les membres du jury. Donc, je tiens à le dire aussi, là, que le travail est paix, puis on peut commencer avec peu de connaissances du domaine. Et je ne parle pas de toi seul, mais je veux dire, on peut être rebuté un peu par le côté spécialisé ou des notions un peu compliquées, ou ne pas avoir fait de droit de manière avancée avant de rejoindre le concours. Et puis, la preuve, c'est qu'on apprend en pratiquant. N'hésite pas à intervenir là, pour rajouter des précisions. Mieux, tu vas être en meilleure position de décrire le concours que moi je le serais. Chacune, vous avez souligné l'importance euh, de créer ce réseau-là alors qu'on est aux études. De très bons conseils à donner pour ceux qui ont des objectifs justement professionnels à long terme, mais de ne pas attendre d'être dans le domaine professionnel pour les créer, ces liens-là. Bon, dans le cadre de l'appel à projet, il y a 5 équipes récipiendaires qui reçoivent un montant de 5 000 pour mettre en œuvre les activités. Camille a présenté différents partenaires qui ont contribué aussi au niveau logistique financier, parce que j'imagine que la facture finale est beaucoup plus importante vu l'envergure du concours. Mais je suis curieux aussi pour les équipes qui ont participé, comment vous avez, si ou comment vous avez mobilisé peut-être les différentes ressources de financement qui sont disponibles. Dans le fond, Oussam et moi, en fait, on avait vu passer notamment là, un appel, ça s'appelle le Logique, mais ça, c'est vraiment plus pour le Québec. Donc, c'est les Offices jeunesse internationaux du Québec. Oui. Ils offrent un certain financement, en fait, pour des projets à l'international. Donc, dépendamment de certaines régions du monde dans lesquelles on va, ben, le financement, il est différent. Donc, on a fait ces demandes-là à Logique. Puis, il y avait aussi une bonification quand venait le temps d'avoir un projet qui touchait les changements climatiques. Donc, mon équipe, en fait, on a reçu ce financement-là, puis ça nous a beaucoup aidé parce que quand même, je veux pas, c'est quand même dispendieux, un billet d'avion et le logement. Mais au moins, ce qui était bien, c'est qu'avec le concours, ben, les repas étaient couverts. Donc, ça, on était très chanceux. Donc, c'est une première source de financement. Je sais aussi que dans certains cas, c'est possible d'aller chercher un financement de l'université. Dans mon cas, moi, j'étais avec l'école du barreau, donc ça n'a pas été possible d'aller chercher un financement là, institutionnel. Financement du bureau de la vie étudiante pour aider à financer le déplacement des membres de la délégation, membres étudiants de la délégation, c'est ça. Oui, donc on a pu, pour mon équipe, on n'a pas été capable de faire une demande logique, mais on a fait on a reçu, ben en fait, moi, parce que c'était U-Laval, puis ma collègue était d'une autre université, on a reçu le financement justement de cette partie-là de U-Laval, mais malheureusement, comme le concours est encore dans ses débuts, il manquait des reconnaissances ou même pas des partenariats, mais comme une reconnaissance académique plus profonde avec, en fait, ma faculté. Puis ça a été le même problème là, qui a été perçu à l'UQAM avec ma collègue. Mais justement, pour la prochaine édition du concours, on a construit des liens un peu plus formels avec les départements. Puis je sais que du côté de ma collègue, elle a réussi, je pense, à faire créditer le concours comme étant une activité de cours. Donc, je pense que c'est un 3 crédits si je ne me trompe pas. Puis, on a quelques avancées aussi à U-Laval, je crois bien. Donc, ça pourrait être un fardeau de moins pour la prochaine génération de plaideurs québécois. Mais c'est un peu le tour là, du soutien financier qu'on a reçu. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir partagé le lien pour Logique, qui est un partenaire là, très proche là, du réseau Unicé, dans le sens que il existe des bourses de mobilité, que ce soit pour les étudiants, la jeunesse là, du Québec
pour se déplacer à des conférences internationales ou des événements comme celui-ci, mais aussi l'inverse qui est possible. Certains pays qui sont jugés plus vulnérables au changement climatique peuvent appliquer pour des bourses de mobilité afin d'assister à des événements qui se tiennent au Québec. Donc, j'encourage tout le monde à s'informer sur ce qui est disponible. Mohamed, est-ce que tu voudrais rajouter comment toi, tu organises un peu ton équipe afin d'assister au concours à Abidjan? Exactement. En fait, vraiment sur ce point-là, c'est très, très, très important, surtout pour nous ici. Il manque vraiment de financement. Par exemple, nous, il y avait juste notre université qui nous a financé pour qu'on puisse vraiment partir à Abidjan. Et d'un côté, c'est ce qui a fait qu'on a rejoint Abidjan en bus pour l'aller. On a fait 3 jours du Niger jusqu'à Abidjan. On a fait 3 jours sur la route. Mais bon, nous, on s'est dit, on a un objectif qui est là et on sait ce qu'on va partir chercher. Parce que ici au Niger, on a tendance, les gens ont plus tendance à minimiser les participations à l'international, surtout pour des concours. Si tu participes à un concours, il y en a qui vont dire que non, vous n'allez pas partir loin ou bien vous allez partir pour faire une fausse représentation du pays et tout ce qui va avec. Donc, c'est surtout cette image-là que nous sommes en train d'œuvrer pour essayer de changer. Ça a vraiment été compliqué, mais on peut dire quand même que ça s'est bien passé parce qu'on a pu partir et puis revenir vraiment dans de bonnes conditions, si on peut le dire. Mais c'est vraiment compliqué ici à notre niveau pour avoir un financement parce que déjà, il n'y a pas de structures qui sont chargées d'accompagner les jeunes dans ce sens-là. Donc, si tu as un concours, c'est soit tu comptes sur ta propre personne, ou bien si, par exemple, tu vas partir au nom d'une institution particulière, c'est à cette institution-là de vraiment tout donner vraiment pour pouvoir vous accompagner. Parce que on a reçu une demande de la part de famille pour nous aider dans les financements. Et on a utilisé cette demande-là, mais on a déposé cette demande exactement dans plus de 10 institutions. Et aucune institution ne nous a rappelé. Donc, du coup, vous voyez un peu de la manière où c'est vraiment pas facile et compliqué vraiment à notre niveau. Mais quand même, c'est lorsqu'on sait ce qu'on veut, et nous, nous sommes la jeunesse, nous œuvrons pour demain et nous voulons vraiment tout changer. Donc, on se doit de faire des sacrifices, de se donner à 100% ou 200% même s'il le faut, pour vraiment pouvoir changer les choses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un très beau message là, de résilience et de créativité et aussi je dis résilience, mais peut-être persistance aussi là, afin de pouvoir atteindre les objectifs là, que vous étiez fixés comme équipe afin de pouvoir participer. Christin, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant, peut-être poser une question ou donner ton avis sur le contenu à date? Oui, bonjour, merci Christian. Je pense que le message est passé la dernière fois. Je fais partie du chantier d'avenir en action climatique et à l'Université Laval de cette cohorte. Merci pour l'invitation. Et puis quand j'ai vu le titre Lex climatique, je suis pas juriste, peut-être Monsieur Camille pouvait me corriger, loi climatique un tout petit peu, Lex. Et puis ça me pousse à ma curiosité parce qu'en action climatique, on se dit, ben, quand on réfléchit dans le cours, c'est faire des actions, ça demande du financement et aussi le cadre légal. Sur quoi on va se baser, c'est le côté légal. Et puis, juste, ça fait quand même environ 1 ou 2 ans, j'étais en train de lire un document sur le corpus législatif de l'APF avec l'OIF et l'IFDD qui a abordé cette problématique. Ben, le cadre légal, mais c'est plus à l'échelle pays, un tout petit peu, ben, et ça me rappelle, j'ai eu un cours de droit de l'environnement, c'était avec Stéphane Doumbé-Bilé, et puis aussi j'ai rencontré Michel Prieur, c'est quand même des gens qui ont travaillé dans le droit de l'environnement, mais parfois à Convention de Rio, droit de l'environnement et changement climatique. C'est un tout petit peu, je me demande, quand j'ai vu ce concours-là et vu l'aspect non contraignant du droit de l'environnement quand on regarde ce qui se passe, est-ce que la stratégie, oui, je vais envoyer le fichier et oui, je vais envoyer le lien. Quand je regarde un tout petit peu je dirais en termes de mise en œuvre, est-ce qu'il faut peut-être une plaidoyer plus à l'échelle du territoire pays? Peut-être c'est une des points forts du corpus législatif que quand même l'APF et l'OIF, l'IFDD a travaillé là-dessus, c'est de booster aussi à l'échelle des pays, avoir des cadres légaux un tout petit peu pour qu'on, ben, je suis pas juriste, mais pour qu'on aborde cette problématique-là plus à l'échelle des territoires
Parce que parfois, dans les conventions internationales, les États sont souverains, on ne peut pas les contraindre. En loi, ben, il n'y a pas vraiment de contravention directement à un pays. C'est ça que je me demande. Je crois qu'il y a un des intervenants qui a abordé là-dessus, c'est le côté concret à l'échelle pays, comment si, ben, on sait dans certains pays, il y a des dépenses publiques, des débats par rapport à certains projets qui affectent le côté environnement ou le côté climatique. Ben, j'étais un peu abondant, mais c'est juste pour dire, l'OIF, l'IFDD avec l'APF, c'est un sujet. Et je pense qu'il y a un an de cela qui était prioritaire pour eux, donc ils ont même abordé. Je ne parle pas en leur nom, hein, mais c'est juste dans les recherches que j'ai trouvé certains documents, le corpus qu'il a travaillé. Je me suis dit, mais c'est un sujet qui les intéresse. Et moi, j'ai plein de choses à dire, mais je vais peut-être laisser les participants au concours prendre la parole s'ils elles le souhaitent, parce que nous, on a fait notre objectif de transmettre ce qu'on pouvait, de transmettre des méthodes, mais ensuite, les réflexions appartiennent aux personnes qui viennent participer au concours. Alors, je vais avoir une réponse de diplomate et laisser ouvert la question, mais on peut y revenir si vous voulez, mais euh, je me tourne vers mes collègues aussi si vous voulez prendre la parole. Est-ce que les discussions, les débats et les recherches que vous avez faites vous permettent d'être mieux outillés pour revenir dans vos pays d'origine et puis contribuer au développement du cadre légal? Je sais que Lisa, tu continues même à étudier le sujet. Alors, c'est plus qu'une inspiration, c'est une poursuite de carrière, mais Dans le fond, je dirais que oui, parce que, en fait, c'est difficile un peu parce que quand on parle du droit, il y a tout l'aspect politique, il y a l'aspect social, l'aspect économique qui entre en ligne de compte. Euh, mais je crois quand même que le droit a sa place, en fait, pour combattre les changements climatiques. Puis, euh, sous cet angle-là, le fait d'avoir discuté, en fait, du droit, mais puis, encore une fois, comme je l'ai dit, de pousser un peu les limites du droit, je pense que ça peut potentiellement être un outil là, qui va en fait, potentiellement m'aider, j'espère, là, à l'utiliser quand je vais de retour au Canada pour avancer la cause climatique. Après, comme je dis, il y a aussi l'aspect politique qui entre en ligne de compte, mais euh, c'est- c'est- je sais pas, en fait. J'ai pas la réponse, en fait. Je peux pas prétendre non plus avoir la réponse à ça, mais euh, ça m'a inspirée. Puis je crois qu'avec un peu de passion, puis un peu de volonté de bousculer, en fait, le statu quo, potentiellement, on peut faire des changements. Puis je pense que c'est ça le plus grand takeaway là, du concours. Mais on verra si le futur nous le permet vraiment. Mais je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'il faille opposer international et national, dans le sens où les deux se complètent. Oui, le cadre international du climat et pas le domaine du droit international avec le plus de contraintes, mais ça pousse les États à en faire plus. C'est un peu le dénominateur commun minimal que que les États arrivent à s'accorder chaque année au COP et par traité. Puis ensuite, il faut rentrer chez soi et puis mettre en œuvre les objectifs sur lesquels on s'est accordé. Et ça, effectivement, c'est le politique qui rentre en œuvre. C'est-à-dire que c'est qui est au pouvoir, qui est au Parlement, qui vote les lois, qui oriente. Ça se joue à l'échelle nationale, régionale, locale. Mais il n'y a pas vraiment c'est pas tel niveau contre tel niveau, ça se joue à tous les niveaux. Nous, on donne quelques billes sur comprendre le cadre international, les grandes problématiques en droit international. Puis si vous participez d'une manière ou d'une autre à la prochaine édition, on réfléchira là-dessus, c'est-à-dire quelles sont les obligations en droit international et puis comment on peut contraindre les États à en faire plus. Ça fait partie de nos problématiques. Puis c'est une bonne ouverture pour le webinaire d'aujourd'hui. En tout cas, je voulais aussi confirmer que les inscriptions sont déjà ouvertes. Le formulaire est en ligne, on l'a partagé dans le chat, euh, dans la messagerie. Et puis, on publiera au fil de l'eau plus d'informations sur l'étude de cas de cette année, le lieu du concours. Et puis, une fois que les équipes commenceront à se manifester, on créera des canaux de communication dédiés. Mais en tout cas, on est en ordre de marche pour une belle édition 25-26. Donc, vraiment, parlez-en autour de vous. Puis, n'hésitez pas à nous écrire via le réseau UNICE ou directement sur LinkedIn. Christian a partagé les liens. Sylvain, tu as la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Camille. Alors je parle au nom de toutes les équipes qui n'ont pas pu se déplacer pour Abidjan.
les équipes qui se trouvent à l'est de la RDC. Donc, je suis Sylvain Bouroume, je suis étudiant à l'Université libre des Pays des Grands Lacs. On faisait aussi partie des équipes qui ont été qualifiées pour l'édition donc 2024-2025 du concours Lex Climatique, mais malheureusement, on n'a pas pu se déplacer pour Abidjan, compte tenu de la situation sécuritaire qui se vit actuellement dans notre zone. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Camille parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je remercie Camille, mais aussi tous les autres organisateurs du concours parce que ça a été vraiment une belle expérience, même si on n'a pas pu nous déplacer pour Abidjan, mais quand même, lors de la phase de rédaction, on est à découvrir beaucoup de choses. Ça nous a aidé à approfondir, bien évidemment, nos connaissances en matière de droit international pénal, mais aussi en matière de droit international de l'environnement, qui font partie des cours même, je peux dire des cours principaux de notre cursus académique ici à l'ILPG. J'aurais une petite question. Je ne sais pas si les équipes qui ont déjà participé peuvent encore une fois revenir et se candidater une nouvelle fois pour cette édition 2025-2026. Ou du moins parce que après avoir participé à ces concours, nous avons été sélectionnés au sein de l'université. On a créé un groupe restreint. Donc, on va constituer sous forme de coachs, c'est-à-dire que nous serons là pour entraîner les autres étudiants qui voudront participer plus tard au concours. Mais nous avons toujours soif parce qu'on n'a pas pu participer aux plaidoiries. Donc, on aimerait bien revenir et participer aux phases orales. Alors, je ne sais pas si ça sera possible ou si une équipe qui a déjà participé ne peut plus revenir pour la deuxième fois. Merci. Bon, Sylvain, ça me fait plaisir de vous entendre. Et puis encore bravo. L'équipe de l'Université libre des Pays des Grands Lacs à Goma a eu 2 prix pendant la phase écrite du concours. Alors, il a été modeste et il ne l'a pas précisé, mais le deuxième meilleur mémoire écrit et puis la meilleure prise en compte du climat à l'écrit. Et donc, ça se voit que vous travaillez fort à travers votre cursus et que les étudiants sont bien formés parce que les travaux écrits étaient excellents. Et puis, on était évidemment bien déçus de ne pas vous avoir en personne, mais on n'a pas de règle qui exclut les participants à retenter leur chance. Arnaud, corrige-moi, mais j'irai vérifier le règlement quand même. Mais la condition est d'être que tous les membres participants soient étudiants, étudiantes, premier, deuxième, troisième cycle en droit ou sciences politiques ou relations internationales au jour de l'inscription. Et donc, dans tous les cas, vous n'avez pas pu pleinement profiter de l'expérience l'année dernière. Donc, on serait ravis d'avoir une équipe, une équipe, 2 équipes de votre université pour participer, avec un caveat qui est que nous ne vous qualifierons pas d'office aux phases orales. Il faudra reparticiper aux phases écrites comme tout le monde, mais si vous avez la même qualité d'écriture, la même plume que cette année, dans l'année 2024-2025, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on pourra compter sur vous. Donc, ça nous fera plaisir de vous lire. Donc, vous avez le formulaire, vous avez le fascicule. Puis, on attend 1 ou 2 équipes avec grand plaisir. Et c'est le but du concours que les participants d'une année deviennent les personnes encadrantes ou les mentors de l'année suivante. C'est d'ailleurs souvent le cas avec les équipes. Par exemple, l'Université Thomas Sankara, qui a performé très très fort l'année dernière, était encadré par d'anciens participants, donc au Alex Climatica en première année. Donc, ça fait partie de la vie normale du processus. Les participants deviennent encadrants ou membres organisateurs, et puis on passe le relais comme ça. C'est aussi une des forces de ce concours. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Et puis, je sais qu'Arnaud et Wilfried, qui ont lu aussi vos mémoires excellents, sont ravis de savoir que vous êtes toujours motivés. Merci beaucoup pour cette question et cette présentation, Sylvain, là, de votre équipe et de votre intérêt pour la prochaine édition. Ensuite, là, j'invite les équipes, je ne sais pas si c'est comme ça dans le concours, là, vos derniers arguments pour vos arguments finaux là, pour le concours, peut-être un message pour ceux qui seraient intéressés à participer ou sur l'édition précédente. Je vous laisse libre là, de déterminer comment vous voulez utiliser cette dernière prise de parole. Bon Dieu, moi, à titre personnel, j'ai l'impression d'avoir déjà conclu en vous donnant les modalités d'inscription. Alors, peut-être quelques mots des participants de l'année dernière. Comment est-ce qu'on aborde, c'est quoi les étapes concrètes à anticiper là en début de session? Parce que c'est le moment où on choisit un peu ses crédits, qu'on planifie l'année. Donc, est-ce que vous avez des conseils peut-être aux personnes qui sont intéressées? Est-ce qu'on prend appui avec ces institutions? Voilà, comment est-ce qu'on
Comment est-ce qu'on compose une équipe aussi? C'est ça, peut-être un conseil final. Je sais que Lisa et Osman, vous avez travaillé fort pour composer les vôtres. D'abord, on s'inscrit en fermant les yeux parce qu'il ne faut pas hésiter. Si on se pose trop de questions, on ne le fera pas. Donc, on s'inscrit. Puis après ça, on se trouve des bons collègues, des bons amis qui sont aussi des bons amis de voyage parce que vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Puis je dirais, après ça, on se trouve une personne encadrante, donc soit un doctorant ou un professeur qui peut nous aider à poursuivre sur tout le matériel académique. Puis on se met à la recherche, puis à la rédaction, ben, enfin à la lecture de ce qui est un mémoire. Donc, si vous n'êtes pas des juristes ou des avocats, peut-être que c'est pas quelque chose qui est déjà du connu. Donc, on se met à se familiariser, puis on se prépare à écrire. Excellent Euh, conseil, merci. Mais c'est difficile de compléter sur ce qui est déjà très complet. Donc, je rajouterais simplement qu'après, à un moment donné, il viendra l'aspect plus logistique. Donc, aller chercher le financement et tout ça. Donc, ça, encore une fois, il faut être un peu plus créatif parce que malheureusement, c'est difficile des fois d'aller chercher du financement, mais il faut pas hésiter. Je pense que c'est sûr que des fois, ça peut être une barrière. Si ça a été une barrière pour certaines équipes, mais en tout cas, quand c'est possible, je pense que c'est vraiment une très belle expérience qui vaut la peine. Puis après ça, pour le reste, vraiment, c'est de suivre un peu les courriels de Camille ou quoi que ce soit pour savoir un peu c'est quoi les prochaines étapes. Et une fois sur place, d'amener vraiment le sourire parce que, ben oui, c'est un concours, bien sûr, mais en même temps, c'est plus qu'un concours. Donc, je terminerai simplement avec ça. Euh, il faut, comme on le dit, il faut des fois se plonger un peu, être première, puis après y aller avec le courant, mais le but, c'est de s'amuser surtout. Voilà. Voilà, peut-être moi je vais conclure en disant tout simplement, comme Océane a dû le dire, il faut vraiment foncer les yeux fermés. Parce que si on réfléchit à deux fois, on risque vraiment de, on risque vraiment de ne pas participer. Parce que si on se dit que voilà, on se pose trop de questions, on essaie de faire trop d'analyses, ça va vraiment pas le faire. Parce que on a vu des gens qui ont essayé. On a été l'équipe suppléante de notre université. Il y avait des intéressés qui étaient là. Mais après un certain temps, ils ont dû lâcher. Ils n'ont pas pu vraiment tenir. Donc, du coup, rester toujours focus sur ce qu'on veut et surtout sur ce qu'on cherche pour vraiment pouvoir atteindre nos objectifs. C'est surtout ça, rester focus, avancer, surtout ne pas réfléchir, s'inscrire directement et pour le reste, ça viendra naturellement. Super, merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez très bien présenté le concours, comment y participer et inspirer différentes personnes à s'inscrire à la prochaine édition. Moi, ce que je vois dans le concours, c'est beaucoup de valeurs qu'on essaie de mettre de l'avant dans le réseau Unicé, que ce soit de porter la voix étudiante à l'international, de créer des collaborations entre étudiants et étudiantes qui n'auraient peut-être pas eu le contexte d'emblée pour se rencontrer, partager des idées, exprimer différentes réalités et comment on peut se mettre ensemble face au changement climatique. Donc, merci beaucoup. Je vous félicite de votre participation et du courage que vous avez eu aussi pour, comme vous l'avez mentionné, là, de vous inscrire à quelque chose qui euh, peut-être peut sembler gros au début, mais après ça, une fois que vous avez participé, vous avez pu en tirer de grands bénéfices au niveau académique, personnel, et puis découvrir une nouvelle partie du monde que vous auriez peut-être pas fréquenté autrement. Puis j'encourage tout le monde à s'inscrire pour la deuxième. Et ben, c'est ça, moi je suis très content. C'est notre première équipe d'appel à projet qui présente là, dans leur événement. Donc, on en aura 4 autres au courant de l'automne jusqu'au mois de janvier-février. Donc, merci beaucoup. Suivez les événements du réseau Unicé. Et puis, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir à d'autres événements.